Et ça, ils sont filmés, ça n'est pas quelque chose d'inventé. Est-ce que ça ne signe pas votre échec même militaire, indépendamment des questions morales? Non, ça ne signe pas ni l'échec militaire, ni l'échec moral. Évidemment, on va aller à la frontière polonaise. Évidemment, pour moi, j'en suis sûr et certain que l'Ukraine, tel qu'il est aujourd'hui, n'existera plus. Et donc, évidemment, on va mettre la fin à cette guerre, mais... Ça veut dire quoi, pardon? Que soyez précis sur votre but de guerre n'existera plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez l'annexer entièrement comme vous l'avez fait par la force de la Crimée? Ça reste votre rêve? C'est pas la rêve. On veut pas annexer l'Ukraine, mais c'est ce qu'on veut, c'est que l'Ukraine reste un pays neutre, n'est pas membre de l'OTAN et n'est pas membre de l'Union européenne. Mais l'Union européenne va se terminer aussi comme l'Union soviétique assez vite. Mais l'essentiel pour nous, c'est notre sécurité. Est-ce que vous êtes capable, Patrick, de m'expliquer ce qu'il veut dire quand il dit l'Ukraine n'existera plus, on veut que l'Ukraine reste un pays neutre et l'Union européenne va être disloquée comme l'Union soviétique? C'est un formidable charabia, on ne comprend strictement rien à ce qu'il veut dire. On va aller jusqu'à la Pologne, mais il ne dit pas ce qu'il veut faire de la Pologne. L'Ukraine ne va plus exister, il s'inscrit dans un discours génocidaire en disant l'Ukraine ne peut pas exister culturellement en termes de population, et après il dit mais non, on veut un État neutre. Après il nous dit l'Union européenne va exploser ou imploser, comme l'a fait l'Union soviétique. Enfin, il dit à peu près tout, son contraire et n'importe quoi. On a l'impression d'un mauvais théâtre de boulevard. Donc, il ne faut pas non plus tirer de conséquences de ce qu'il dit. Vous savez, un responsable politique français disait tout ce qui est excessif n'existe pas. On est dans ce même registre. Mais c'est vrai que c'est inquiétant de voir des gens qui peuvent dire des choses. Un vice-président du Parlement, quand même, de la Douma. C'est pour ça que c'est peut-être intéressant de l'interviewer et d'en faire un débat derrière pour pouvoir effectivement reprendre les arguments. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que Darius Rochebin a su le pousser dans ses retranchements. Ah oui, ça, il y est allé. Et donc, c'est important de le mettre face à ses propres contradictions en disant, regardez, vous nous dites que vous allez jusqu'à la Pologne. En réalité, vous n'avez même pas été capable de protéger vos frontières à Belgorod, où il n'y a rien, personne, aucun effectif pour protéger les frontières. Donc voilà, et c'est encore un discours politique excessif, comme l'ensemble de la classe politique russe, que ce soit Medvedev, que ce soit Patrouchev, que ce soit Vladimir Poutine, que ce soit Shoigu, ou même Prigogine. Enfin, on a l'impression de discours qui sont complètement incohérents, incantatoires, qui n'apportent strictement rien, même si quelque part, manifestement, on doit faire attention effectivement aux menaces que cela représente. Alors, je sais que vous voulez réagir, Aline. Je voudrais juste qu'on écoute un dernier extrait avant, parce que ça vous intéressera de réagir là-dessus aussi. On parle des crimes de guerre, parce qu'évidemment, il en a été question dans cette interview. Darius Rochebin y est allé franco, si j'ose dire. Il lui pose la question sur Boutcha, ce à quoi monsieur Tolstoï répond que c'est une invention et une vue de l'esprit, qu'il ne s'est rien passé là-bas. Darius le relance, écoutez. Est-ce que vous êtes conscient qu'un jour, vous risquez d'être devant un tribunal? On se rappelle les dictateurs irakiens, libyens, on se rappelle les dictateurs ou le régime autoritaire en Serbie qui, comme vous, avaient des propos extrêmement ambitieux. Ils ont fini jugés, tués, parfois exécutés. Darius, moi j'ai peur de rien, mais la seule chose que j'ai peur, c'est que vous surestimez l'idée de soi-disant jugement sur la Russie. Jamais ça ne va pas se passer. Le pays nucléaire ne perd pas des guerres. Alors, cette dernière phrase, elle est importante. Avant de la décrypter, les pays nucléaires ne perdent pas de guerre. Aline, là-dessus, sur cet homme-là qui est effectivement une personnalité éminente de la vie politique russe, vice-président du Parlement, pas n'importe qui. Connu comme le loup blanc. Voilà. Qui accepte une interview à la télévision française, l'Occident. Évidemment, qui va accepter. Et qui, oui, mais qui accepte, oui, voilà, enfin bon, bref, qui cale une interview avec lui, qui est mis devant ses contradictions, qui ne se démontent en rien. Alors, sur rien. De notre point de vue, c'est les contradictions. De leur point de vue, tout est parfaitement cohérent. En fait, là, on a dû concentrer de ce qu'on appelle l'eurasisme. Et l'eurasisme, il y a notamment dedans comment organiser, galvaniser l'hostilité à l'égard de l'Occident et accessoirement la destruction de l'Europe. C'est écrit de toute façon dans les textes, les manifestes ou les textes, on va dire les tubes de l'eurasisme. Le projet, il est très clair. Donc cet individu, il s'inscrit directement là-dedans avec un style qui convient de rappeler qu'en fait, qu'il est partagé par
la majorité en fait des gens dont on parle. Et si je puis me permettre, quand on voit ce type de personnage très vulgaire, par ailleurs, viriliste, brutal, etc., je crois qu'on peut comprendre aussi pourquoi les Ukrainiens, les Géorgiens, les Moldaves n'ont pas envie de se retrouver sous la coupe de ces gens-là. Quand on voit des profils comme lui-même Prigogine, mais il a quelque chose de Prigogine. À quel point est-ce qu'il est lui-même conditionné, lui, d'un point de vue personnel, je veux dire? Je pense qu'il pense. Heureusement. Il croit à ce qu'il dit. Oui. Je pense qu'on sous-estime le fait que ces gens-là, il y a une part de mensonge, mais en fait que leur objectif, ils sont complètement parano. Ils croient aussi au message qu'ils énoncent, et que je pense qu'ils sont aussi persuadés qu'ils peuvent aller, quand certains expliquent qu'ils peuvent aller jusqu'en Pologne, voire jusqu'à Berlin à un moment, même si on peut... Il y a une dimension paranoïaque, mais ils la font partager au peuple. En fait, cette interview, elle est aussi destinée à galvaniser en interne, en fait, ce qui se passe de guerrier. Il y a une obsession de la superpuissance, d'espèce de brutalité, comme ça, de ce pouvoir, de l'ultra-puissance. Regardez comme un effort et regardez comment, surtout, on va détruire l'Europe qui, pour ce type d'individu, parce que vraiment, il est quand même connu, ce type. J'ai pas envie de l'appeler monsieur. Enfin, je veux dire, je sais pas si on se rend compte de derrière ces paroles et ce qui se cache derrière en termes de valeur et de brutalité. Ah non, mais ça, oui, voilà. on s'en rend compte. Voilà. Et donc, à quel point ces gens-là nous prennent... J'ai noté qu'à un moment, il dit, mais on s'en fout de votre respect, je crois, à un soit, un moment de l'interview. Il envoie balader Darius Rojolin, moi, je vous conseille d'aller voir l'interview sur écoutez quand même, qui essaye de l'interroger là-dessus. Et là, c'est peut-être... Il ne ment pas. Je pense que le Kremlin n'en a strictement rien à cirer de savoir ce qu'on pense ou pas. Oui. Voilà. Alors, attendez, juste rapidement, parce qu'on a déjà fini, mais je voudrais encore vous poser une question générale. Allez-y rapidement. Moi, j'ai une vision un peu différente d'Aline, c'est-à-dire que je pense que tous ces gens-là privilégient leur propre carrière politique. On est dans une terrible dictature et que celui qui veut rester membre du Parlement, qui ne veut pas être emprisonné, est obligé de tenir un discours comme dans toutes les dictatures. Et s'il ne le faisait pas, ce serait... Voilà. Et si Vladimir Poutine devait chuter le lendemain, je suis sûr que M. Tolstoï serait peut-être le premier à dire oui, finalement, Poutine n'avait pas raison. Voilà, donc il y a de l'opportunisme dans ces dictatures aussi, il ne faut pas l'oublier. Un petit mot, Valérie? Juste pour dire, si on retire l'affect que nous avons tous face à une interview de ce genre avec un personnage comme celui-ci, en fait, il nous renseigne. Il nous renseigne sur les buts de guerre. Rappelez-vous, c'est depuis le début de la guerre qu'on se demande pourquoi, même si on a eu quelques idées, pourquoi la Russie a envahi l'Ukraine. Parce que, enfin, a tenté, c'est pas le cas. Parce qu'il le dit. Parce que l'OTAN s'est trop rapprochée, parce qu'ils ne veulent pas que l'Ukraine rentre dans le temps, parce qu'ils ne veulent pas que l'Union européenne soit si solide qu'elle puisse représenter une force pour contrebalancer les forces à l'intérieur de la Russie. Donc moi, tout ce que vous avez dit sur le personnage, son opportunisme, ses outrances, etc., tout ça, très bien, voilà, on le dit, mais il nous dit des choses sur ce qui se passe à l'intérieur de la tête. On s'interroge souvent sur ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine. Je ne sais pas si c'est ce qu'a Vladimir Poutine, en tout cas, c'est ce qu'a M. Tolstoï. Juste sur sa dernière phrase générale, les pays nucléaires ne perdent pas la guerre. C'est une menace? Bien sûr que c'est une menace, mais aussi, bon, c'est gentil de dire ça, mais ils ne perdent pas la guerre, mais évidemment, parce qu'il n'y a plus de guerre, parce que tout le monde est mort. Donc voilà, c'est le genre de phrase toute faite qui est faite effectivement pour impressionner, puis pour dire, voilà, nous on a des armes nucléaires, on ne craint rien, on est les plus forts, on reste les plus forts. Mais bon, tout ça a des limites d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui se lancent dans un jeu extrêmement dangereux, puisque c'est eux qui entretiennent cette psychose nucléaire, et donc on ne sait pas quel peut être le dénouement et quel peut être le résultat de cette escalade pour l'instant verbale. Alors je vous conseille d'aller voir les Ukrainiens depuis 1 an et demi quand même, c'est qu'ils nous haïssent. Voilà. Non mais ça bien sûr on le sait. Je vous conseille d'aller voir l'interview qui doit être podcastée sur le site. Franchement, honnêtement, c'était un moment assez édifiant.